Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. À Florange, les salariés d'ArcelorMittal occupent les grands bureaux du site depuis lundi matin. Et ils continueront le blocage tant que les deux hauts fourneaux n'auront pas redémarré. Si à l'heure de la pause déjeuner, l'ambiance est chaleureuse, cela n'occulte en rien les craintes et les incertitudes de chacun. J'ai 22 ans, j'ai fait mon apprentissage ici, j'ai été embauché. Il y a plein de promesses d'avenir et finalement on voit qu'il n'y a rien du tout, quoi. Que ce soit ici ou au Luxembourg, ça sera pareil. Dans un communiqué, Thierry Renaudin, le directeur du site, a souligné l'effet néfaste de l'action menée par l'intersyndicale. Peu importe, rétorquent les salariés, ils veulent des propositions concrètes pour redémarrer les installations. Et tant qu'ils n'auront rien obtenu, ils l'assurent, ils ne bougeront pas. Le Conseil constitutionnel a donc tranché. Les noms des élus parrainant les candidats à l'élection présidentielle en France continueront à être rendus publics. Une décision qui va à l'encontre de ce que souhaitait le Front National, dont la candidate Marine Le Pen peine à recueillir les 500 signatures requises. En région PACA, pour l'instant, seuls les 21 élus du Front National ont apporté leur soutien à la candidate. Certains maires sans étiquette refusent aujourd'hui de le faire, contrairement à 2007. Lydia Chénardi est très déçue. Il n'y aura pas d'anonymat des parrainages. Et pour la secrétaire départementale du Front National, ça veut dire que tout reste à faire. Ce sont des documents que nous ont préparés le siège national et des maires qu'ils ont sélectionnés qui potentiellement peut-être étaient les plus favorables à pouvoir nous donner ce genre d'aide, ces signatures, ces parrainages. Et alors ? Ça n'a pas donné évidemment malheureusement grand-chose. Je dirais même que ça n'a rien donné du tout à l'heure d'aujourd'hui. La chasse n'avait pas été plus fructueuse en 2007. Aucun parrainage dans le département pour Jean-Marie Le Pen. Il n'y a qu'en 2002 que Lydia Chénardi avait obtenu la signature d'un maire du Haut-Pays. Il n'a pas voulu nous rencontrer. Depuis, il jure qu'on ne l'y reprendra plus. En 2002, j'étais encore un peu fleur bleue et je croyais à certaines valeurs et puis non, quoi. Je me suis trompé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il s'est passé ce qui s'est passé. Si vous faites partie, vous divisez la commune, vous faites des trucs comme ça, c'est pas... Voilà, quoi. Des élus qui ont aussi besoin de subventions pour faire vivre leur commune. Donc, ce sont des subventions qui viennent soit du Conseil général, soit souvent aussi du Conseil régional. Et donc, ils sont pris en otage car ils sont bien conscients que s'ils apportent ce soutien, alors que ce n'est en fait qu'un acte administratif, ils risquent de ne jamais recevoir la subvention dont ils ont besoin. L'UMP dirige le Conseil général et tient une centaine de mairies sur le département. Ici, on nie toute pression sur des élus qui voudraient aider la candidate du Front National. Nous ne sommes pas sectaires, donc chacun peut apporter son parrainage en libre choix, mais quand on appartient à notre famille politique, il est normal qu'on apporte notre soutien à notre leader. La fédération UMP va bientôt préparer son courrier pour le Conseil constitutionnel. 150 à 180 parrainages pour le candidat Sarkozy. Ils se sentent oubliés de la campagne électorale. Alors symboliquement, des membres du collectif Assez le Feu, collectif qui milite pour la citoyenneté et les banlieues, ont installé dans un hôtel particulier situé dans le Marais à Paris ce qu'ils appellent le ministère de la crise des banlieues. Emploi, éducation, logement, sur tous ces thèmes, le collectif est venu avec des propositions et lance un appel aux candidats à la présidentielle. Et juste que les candidats au présidentiel puissent nous prendre en compte, nous, avec nos revendications, parce qu'au jour d'aujourd'hui, eux, ils n'évoquent pas ce sujet-là. Ils pensent que nous, on aura un taux d'abstention élevé, donc on ne votera pas forcément, alors que non, on est bien là et on veut prouver que nous, même si on va voter blanc, on vote quand même. Et les membres du collectif d'inviter les prétendants à la présidence de la République à venir débattre avec eux dans ce nouveau et éphémère ministère. Le 10 février dernier, le Conseil d'État a reconnu l'hébergement comme une liberté fondamentale. Au-delà du concept juridique, cette décision pourrait inciter de nombreux sans-abri à se retourner contre l'État pour non-respect de la loi sur le droit au logement. Le hameau Domicy, c'est le nom de cet hébergement d'urgence. Installé sur un site industriel désaffecté à Villeurbanne, ces préfabriqués ont ouvert en janvier. Jimmy vit ici depuis maintenant 2 mois. Il sait que ce logement est temporaire. Jusqu'au 2 avril. Et après, on doit avoir des solutions dans d'autres foyers ou des appartements autonomie. 82 résidents sont accueillis dans ces bungalows. Des familles, des couples ou des personnes seules.
Avant d'arriver ici, tous vivaient dans la rue. Pour certains, cette pause hivernale dans ces bungalows pourrait être salutaire. On espère, nous, pour en tout cas un bon tiers des personnes accueillies ici, de pouvoir déboucher sur des solutions concrètes, à l'extrême des relogements stables pour certaines d'entre elles, ou sinon des entrées dans des dispositifs d'hébergement plus pérennes ou de logements temporaires, transitoires. Pour les autres, ceux pour qui les associations n'auront pas trouvé de solution, un espoir se dessine. Le Conseil d'État, le 10 février, estime que toute personne accueillie dans une structure d'urgence doit pouvoir y demeurer jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Concrètement, ça va changer le fait que les personnes qui ne sont pas hébergées, donc qui appellent le 115 et qui n'ont pas de place d'hébergement ou qui vont être mises à la rue dans le cadre des renforts hivernaux, vont pouvoir faire un référé liberté. Donc c'est une démarche devant le tribunal administratif pour faire condamner l'État et pour obliger l'État à les héberger. Les 1000 personnes accueillies cet hiver dans les gymnases et foyers d'accueil d'urgence de l'agglomération lyonnaise sont donc susceptibles d'engager une procédure en justice. Et 10 familles déjà seraient sur le point de déposer un recours devant le tribunal administratif de Lyon. Christian Cervantes est mort. Cet ancien salarié de la verrerie de Givors se battait depuis plusieurs années pour que le cancer dont il souffrait soit reconnu comme maladie professionnelle par son ancien employeur. Christian Cervantes avait découvert qu'il était atteint d'un cancer du pharynx peu de temps après la fermeture du site industriel. Une trentaine d'anciens ouvriers de la verrerie, longtemps exposés à des substances toxiques, mènent eux aussi le même combat. L'affaire des militants de Greenpeace et le tribunal correctionnel de Troyes qui crée la surprise. Il ne serait pas qualifié pour juger les 9 personnes qui s'étaient introduites dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine le 5 décembre dernier. Il n'y a pas eu d'intrusion de propriété privée au sens pénal, mais plutôt une intrusion d'un bâtiment intéressant la défense nationale. Le tribunal se dit donc incompétent à juger. On considérait qu'il n'était pas loyal de poursuivre des militants du chef de la violation de domicile, alors que tout autour de la centrale, il y a des panneaux qui indiquent que c'est un site militaire et que la peine encourue, si on franchit la clôture, est de 6 mois de prison. Alors que la violation de domicile, la peine encourue est de 1 an de prison. Reste à savoir si le parquet fera appel de la décision, auquel cas un autre procès aurait lieu, mais devant le tribunal correctionnel de Reims cette fois-ci. Direction Sainte-Foy-la-Grande en Gironde à présent, avec cet arrêté municipal assez original. Il a été pris par le maire de la commune pour lutter contre les aboiements de chiens. Une décision qui lui a valu de très nombreuses réactions, plus ou moins sympathiques. Mais où sont donc passés nos amis les chiens? Pas le poil d'un seul dans les rues de Sainte-Foy-la-Grande. Rien que des traces virtuelles, comme à la devanture de la boutique de toilettage. La faute à cette affiche pour une pièce de théâtre ou bien à cet arrêté municipal signé fin janvier par le maire de la ville prescrivant, je cite, la lutte contre les aboiements de chiens. Un arrêté original qui a valu à l'édile une avalanche de réactions encourageantes ou critiques. Est-ce qu'on va prendre un arrêté municipal pour empêcher la pluie de tomber ou pour empêcher les imbéciles de parler? Non. C'était simplement à des fins essentiellement de protection des chiens d'abord, qui hurlent parce qu'ils sont malheureux, et aussi à des fins de lutte contre des nuisances sonores qui souvent sont insupportables. L'arrêté a permis à la police municipale d'intervenir et de régler à l'amiable quelques situations sensibles avant d'en venir à l'amende. Alors une tempête dans un verre d'eau? Réponse au bar des Arcades à l'heure du café croissant où nous découvrons Croc, notre seul spécimen à 4 pattes, exemplaire lui. Mon chien c'est le roi du buisson, mais il faut dire aussi que mon chien il est sorti 4 fois par jour. 4 fois par jour, je l'entretiens, donc, et puis il est habitué, il n'aboie pas pour n'importe quoi. S'il aboie, c'est qu'il y a une raison d'aboyer. Et en tout cas, le maire est responsable du bien-être de ses administrés. Ça devrait s'arranger à l'amiable, tout ça. Ah, pas si simple, la personne qui pose encore un problème avec ses chiens n'a pas répondu à sa convocation en mairie. Prudence, la grippe est là, l'épidémie qui remonte du sud de l'Europe cette année devrait atteindre son pic en milieu de semaine prochaine. Et même si le virus est arrivé avec 2 mois de retard, les professionnels de la santé s'y préparent au mieux. Immatriculée H3N2, elle provoque une forte fréquentation dans les cabinets médicaux. Du coup, les patients se rabattent sur SOS Médecins, un service lui aussi débordé. Exemple en Bourgogne. Depuis une semaine, la grippe, c'est son quotidien. Romain Thévenot est un docteur ambulant. Il répond aux appels de SOS Médecins et il n'arrête pas. Donc là, on va chez une dame de 58 ans qui présente des symptômes grippaux.
Elle vient de nous appeler il y a quelques minutes. Elle vient de nous dire qu'elle a une toux avec une fièvre qui semble-t-il apparue assez brutalement. Comme les généralistes sont débordés, SOS Médecins est beaucoup plus sollicité. La particularité de la grippe, c'est qu'elle se déclare d'un seul coup en 2 heures à peine. C'est arrivé brutalement? Oui. D'accord. Il y a d'autres signes qui sont associés avec votre température? Les courbatures, le nez qui coule. Gilberte a toujours refusé de se faire vacciner, pensant y échapper. Un prélèvement assez douloureux dans le nez sert de test. Le résultat est formel, c'est bien la grippe. Il faudra se reposer une semaine entière. Je me sens comme quelqu'un qui a de la fièvre, courbaturé, abattu. La grippe, si on fait ce qu'on nous dit de faire au niveau avec le médecin, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais non, ça ne m'inquiète pas plus que ça. En ce moment, la moitié des appels concernent la grippe ou alors des symptômes grippaux. Ça ressemble à la grippe, mais en moins coriace. Les syndromes grippaux, ça sera les mêmes symptômes que la grippe, mais avec des symptômes un peu plus atténués et qui surtout dureront moins dans le temps. SOS Médecins répond aux cas d'urgence et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Pour les joindre, un seul numéro, le 3624. La campagne du denier du culte a débuté aujourd'hui. Comme chaque année, l'Église sollicite l'argent de ses fidèles. L'Église qui ne connaît pas la crise. En 10 ans, les dons ont augmenté, même si le nombre de personnes qui donnent, lui, a baissé. En Picardie, par exemple, les fidèles sont généreux. La période du carême, un temps de prière et de jeûne pour les catholiques, mais aussi de dons. Comme tous les ans, chaque paroissien est invité à participer au denier de l'Église. Je pense que c'est très mal connu parce que souvent il y a quelques stéréotypes. On pense que l'Église vit de subventions de l'État, ce qui n'est pas le cas, ou vit de subventions du Vatican, ce qui n'est pas non plus le cas. L'Église vit principalement de la générosité des fidèles et des quelques réserves qu'elle a pu faire au cours des décennies. Le denier de l'Église sert à rétribuer les 96 prêtres et la 60aine de salariés laïcs de la région. L'enjeu est important. Donnez-vous un objectif personnel que vous seul pouvez vous donner. Moi j'en ai un. On a fait 1,4 million l'année dernière, 1,440 million de deniers de l'Église. Il faudrait arriver à 1,5 million, 1,5 million. Trouver de nouveaux donateurs, une vraie stratégie marketing. Prêtres et trésoriers de paroisse sont ici réunis pour mieux communiquer. Ce ne sont non pas des techniques commerciales, mais des techniques de communication. Du mailing, par exemple, on le reçoit tous les jours dans nos boîtes aux lettres, y compris sur Internet, pour venir nous proposer de participer ici ou là à telle ou telle forme associative de soutien ou de solidarité. Et voilà, ce sont les moyens d'aujourd'hui. L'Église veut les utiliser. Elle n'est pas d'un autre siècle, elle est d'aujourd'hui. Plus de dons, mais aussi plus de transparence et de rigueur pour ne pas décevoir les donateurs. Ça doit être géré professionnellement. Quand quelqu'un donne 5 € parce qu'il n'a pas plus à donner et qu'il apprend que ça n'a pas été géré sainement, je trouve que ce n'est pas charitable. Et si l'Église n'est pas charitable, qu'il sera. Reste à distribuer 230 000 prospectus pour sensibiliser les paroissiens. L'an dernier, près d'1,5 million d'euros ont été récoltés dans le diocèse. Merci. Direction le Doubs à présent, Sochaux précisément, pour découvrir une exposition originale. Les contrefaçons sont à l'honneur jusqu'au 15 mars prochain au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Un fléau qui touche tous les secteurs de l'industrie et dont la traque coûte très cher. Au musée de l'aventure Peugeot, tous les modèles sont d'origine scrupuleusement entretenus. Mais depuis jeudi, à côté du chic, il y a le toc, à l'image de cette contrefaçon de phare pour 205. Au bout de 24 heures sous la pluie, il est devenu inutilisable, c'est-à-dire qu'il n'éclaire plus, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc vous n'avez pas fait une affaire puisqu'il faut racheter un phare. La copie ou contrefaçon n'est plus l'apanage des seules montres, vêtements ou cigarettes. La voiture est aussi de plus en plus souvent dans le collimateur des faussaires. La contrefaçon s'adresse à tous les secteurs économiques et c'est ce qu'on a voulu montrer avec cette exposition, qu'elle s'attaquait à des objets du quotidien et qu'elle pouvait présenter un certain nombre de risques, que ce soit des risques économiques, des risques sur les emplois et des risques également sur la santé, sur l'intégrité physique des personnes. Phares, freins, pièces de carrosserie et même de moteur, on trouve à peu près tout dans les réseaux parallèles ou sur Internet, à nos risques et périls comme avec ces pare-chocs. C'est impressionnant, quoi. Je ne pensais pas que c'était... Déjà, ça pouvait toucher ce type de pièces.
Et en plus, quand je vois que physiquement, on voit quasiment pas de différence, il faut vraiment être un expert pour pas se faire berner, quoi. Et pour ceux qui veulent malgré tout faire des économies, mieux vaut une pièce d'occasion certifiée par un professionnel qu'une copie douteuse. Prudence donc, c'est l'enseignement principal de cette exposition présentée au musée Peugeot jusqu'au 15 mars prochain. Tout de suite, votre édition des initiatives.